Bon, ben, je vais faire une petite incise parce que, les gars, ça va pas. En ce moment, je parle beaucoup parce que, vu qu'on m'a une énième fois scalpé le fait que je construisais ma vie, du coup, à force de continuer de repartir, se remettre en selle et puis se faire toujours plus balader comme le cheval dans la ferme des animaux, hein, vous savez, celui qu'on pressurise à mort. Qui prend toujours sur lui en croyant à l'idéologie, bon en l'occurrence dans le bouquin c'est du soviétisme, et qui du coup finit à être le premier à claquer en surperformance, et du coup finir dans le départ pour l'abattoir, hein, après avoir vécu une vie de labeur sans jamais en voir la couleur. Eh bien, puisque je connais le piège par cœur, j'ai décidé que du coup j'allais consacrer mes véritables ressources à pouvoir pratiquer la finale conclusion de l'hyper-intensivité de la veille médiatique que j'ai menée pendant 20 ans, dont mon historique atteste, et je pense pas grand monde, y compris spécialistes de la critique média ayant construit leur carrière depuis 10 ans après 5 ans d'études, ne pourrait m'égaler. Parce que moi ça fait depuis que j'ai environ 13 ans que c'est pratiquement 8 heures par jour en parallèle du reste de mes activités, et je fais quand même beaucoup, mais je l'ai toujours fait en écoutant en même temps autre chose. Et si vous voulez, quand c'est à temps plein, je vous raconte pas. Donc j'en ai aujourd'hui 38. Je vous laisse faire le calcul. Donc je pense que j'ai un double doctorat en veille médiatique, en critique média, et en plus je collectionne moi-même les livres d'histoire médiatique, hein. Je vous ai plusieurs fois publié les photos des exemplaires de l'histoire de la presse française aux éditions aux presses universitaires de France, etc., etc. Donc encore la version papier n'est pas à l'image de tout ce que j'ai d'historique et d'archives en ligne. Donc ça c'est juste pour situer un petit peu le propos duquel je vais parler. Bon, là je viens de voir une conjonction de choses. Je viens de voir Pigasse chez Quotidien qui est entraîné dans une guerre artificielle avec Libé. Et du coup j'ai vu aussi en face Plenel sur l'invité. Bon, moi je pense que ces deux moments ils appellent en fait à une intervention qui va être la suivante. Bon, déjà Libération, il y a quelque chose à en dire parce que Libération, moi je me suis déplacé physiquement aux 24 heures de Libération parce que c'était entre autres choses l'occasion aussi de pouvoir essayer d'échanger subrepticement avec Fabrice Arfis, ce que j'ai fait dans le cadre très précis de mon histoire personnelle, d'avoir été complètement déprédaté en France pour m'être opposé en fait à la silenciation médiatique colonisatrice du territoire français qui est BFM TV, où je répète encore, nous ne savons pas d'où viennent les capitaux qui font qu'ils sont capables de déployer des politiques avec des constructeurs de téléviseurs qu'ils démarchent commercialement dans tous les cafés, routiers, etc., c'est-à-dire lieux de lien social liés à l'activité professionnelle d'une très très grande partie des acteurs du primaire et des services, et qui tapent donc directement au point nodal où la menace du stéréotype frappe le plus fort, parce que c'est le matin au café ou sur les trajets avant d'aller embaucher, etc. Donc c'est vraiment dans l'interstice entre l'activation du corps et le fait de partager ce qui reste des rituels sociaux de l'ex-état d'esprit prolétaire populaire qui a pu exister au siècle dernier avec le café du commerce, le troquet, bref, où c'est là où les gens en fait croient encore avoir une vie politique de terrain, et on leur colle en fait ce bombardement, ce matraquage cognitif permanent de ces percepts à chaîne d'infos en continu financés par des milliardaires d'extrême droite qui comptent bien utiliser ces pouvoirs de large diffusion pour matraquer en fait des idéologismes qui sont totalement décorrélés du réel et qui ne véhiculent en réalité que de la panique morale. Euh, et du coup, si vous voulez, quand je me rends aux 24 heures à Libé, parallèlement, qui est fait en une, encore un article sur la néonormativisation du plaisir anal dans le couple, etc. Bon, je dis pas ça pour un propos homophobe, c'est pas du tout le point. Le point, c'est la cristallisation psycholinguistique du fait que, quand même, je suis désolé, mais l'anus ça s'appelle aussi le côlon, hein.
Donc, si vous voulez, dans une droite arriérée, qu'on est encore accroché au freudisme, ça fera des stéréotypes sur le stade anal, le stade oral, pour essayer de parler de maturité et de non-conscience en fait du propos, donc pour bâtir des stratégies de délégitimation en fait des tentatives d'expression des légitimités politiques. Or, pendant ce temps-là, ce qu'il se passe, c'est que nous nous faisons surtout extraterritorialiser de la démocratie tous les espaces d'expression majeurs. Je dis pas les seuls, je dis majeurs. C'est-à-dire, oui, il y a bien une pullulation de néomédias. Tout à fait. Et en ce sens, à ce niveau-là, l'évolution technologique l'a permis, c'est vrai aussi. Là, je vais essayer de parler de ce qui est décisif, en volume, en masse, en atteinte de masse critique, en constitution de sentiments d'appartenance massifs qui structurent les oppositions de force que l'on croit être inexorables et surtout nécessaires à la démocratie. C'est un discours qui vraiment m'agace de plus en plus, quoi. La démocratie, c'est pas se foutre sur la gueule, les mecs, hein. La démocratie, c'est pas parce qu'on a un parlement que c'est obligé de se passer dans l'animosité la plus totale, hein. La frénétisation de la parole, l'abrutissement de l'aptitude à formuler les positions, c'est un indicateur social, hein. La brutalisation des esprits, c'est exactement l'objectif de la panique morale, quel que soit le camp politique. Il y a une différence entre le camp politique et le ton sur lequel les échanges se passent, qui, eux, sont les indicateurs de la dégradation du lien social. Donc, quand vous fragmentez un pays, quand vous déstabilisez un pays, hein, dans l'histoire, c'est par exemple la balkanisation. Donc, ça veut dire derrière ce qui va tenter d'être fait dans les phases qui suivent, hein. Donc, et ça a déjà commencé, ou ça a déjà tenté d'être commencé à être induit, parce que c'est plus juste, hein, on a eu régulièrement des attentats, on a eu le 13 novembre, hein, donc on a directement le tir au pigeon directement dans la population civile. Bon. Ça en dit long sur les perspectives qui tentent d'être faites à un pays tel que la France, un pays qui a une spécificité, hein, où j'en ai assez aussi personnellement que quand on parle de la France avec sa grandeur, on est systématiquement qu'à nous opposer notre soi-disant pseudo-ignorance des faces sombres du gaullisme, des faces sombres du mitterrandisme, des faces sombres de la droite, etc., etc. Mais bien sûr qu'on les connaît ces sujets. C'est moi qui ai démarché la majorité de vos nouvelles générations de journalistes, hein, pour démontrer le nombre d'indicateurs qui pointaient sur une similarité en fait de conjecture avec 33, enfin de 29 à 33. Hein. Et je l'ai fait il y a 10 ans, hein, donc ça me fait bien marrer moi actuellement d'avoir toute une galaxie d'humoristes qui embêdent systématiquement dans leur succès l'illusion d'avoir à inclure l'entretien de rumeurs à mon sujet allusive permanente mais assez systémisée qui véhicule des idées fausses et c'est ce pourquoi je réponds. Encore une fois, c'est pas parce que je suis hyper réactionnaire ou hyper émotif, c'est parce que c'est évident que systémiquement, c'est vraiment la tentative d'imposition d'une automatisation d'un percept faux, donc qui est parfaitement l'illustration de ce qu'est la menace du stéréotype sur le champ social et ses inductions systémistes, hein, et à quel point ça permet de parler de la fabrique du consentement, la fabrique de l'opinion, le rôle de la superstructure technologique dedans, et qui en est propriétaire, et qui, en étant propriétaire, se permet d'essayer de l'orienter dans ces directions-là. Bon. Entre Pigasse et Libération, moi je soutiens Pigasse. Pourquoi ? Parce que Libération, c'est un ancien du Mossad qui en est le grand orientateur de la ligne éditoriale. Hein. Dov Alphon est un ancien du Mossad. Bon. L'extrême droite actuellement tente de se faire passer pour Disney en espérant apporter du charme et du fantasme par procuration de figures de données à voir à des populations desquelles on est en train d'essayer de tout retirer. Je veux dire, on peut reprendre le hors-série du journal Fakir sur le bilan du macronisme et de voir les chiffres et l'accélération insoutenable de l'augmentation de l'hyperconcentration des richesses, des sauts de plus de 46% en un seul mandat de Macron, hein, où la concentration des richesses par les quelques poignées d'ultra riches passe d'en dessous la barre des 10% à 46% en un seul mandat, hein, pendant que nous faisons semblant de nous insurger contre le ruissellement. Bon, l'IB qui ne tient pas économiquement tout seul,
et qui croit du coup par là à revendiquer le fait que c'est le rôle de la subvention de la presse, finit systématiquement par faire des procès en antisémitisme. Bon. Je ne crois pas, mais alors vraiment pas, au moment où malgré toutes les oppositions de gauche pendant plus de 25 ans qui avaient alerté en fait du danger de l'ensectarisme au Proche-Orient, au moment où ce simulacre d'État s'est encore effondré dans ce qui est de pire de l'histoire de l'humanité connue, et dont personne ne voulait pour l'aube du nouveau millénaire, en plein putain de génocide multirécidiviste encore en train d'essayer d'en déclencher un autre au Liban, soit le moment le plus légitime pour essayer de venir chercher des noises systématiquement à la population du pays qui, dans l'histoire de la construction des nations, a essayé de proclamer à la surface du monde l'universel de l'incompressibilité et l'irréductibilité des droits fondamentaux à l'existence. Je peux encore dérouler le reste des raisons qui font que entre la France et l'État d'Israël, c'est certainement pas à l'État d'Israël de donner des leçons, ne serait-ce que par le fait d'avoir mis de multiples décennies à réussir à faire une assemblée constituante, de ne toujours pas avoir réussi à déclarer de territoire formellement abouti dans le concert des nations, de ne pas capable d'appliquer en fait des principes, d'adhérer à des principes universels comme la Charte des Nations Unies, et de ne pas savoir en fait démontrer un autre mode de développement que celui du déni, de la violence, de la brutalité de vampirisation directe, tout en prétendant être un privilège d'une certaine acuité omnipotente, plénipotentiaire. Bon, il y a un moment ça suffit en fait. Nous on est un pays de synthèse, de concorde, qui a toujours réussi à définir devant l'histoire le rôle supérieur de la convergence du civique sur les prédéterminismes. C'est certainement pas à nous de prendre des leçons sur des sectes sectaristes dont le premier réflexe est de mutiler leurs gosses, et paradoxalement d'assassiner celui du voisin. Je ne pense pas que de toute façon il y a quelque chose de confessionnel là-dedans. Il n'y a pas de spiritualité là-dedans. Il y a de la pure prédation. C'est tout sauf essayer de lire et d'élever son âme avant de s'abaisser à la stricte compulsion. Bon, donc ce faux procès déjà est insupportable parce que quand bien même des parts larges de la population française du coup perpétreraient des violences antisémites, déjà ça ne légitime toujours pas le fait d'avoir à séparer l'antisémitisme du racisme. C'est un problème en général de la comportementalité, de la résignation à céder et de s'abandonner à la compulsion. Et donc le problème est de nature psychocomportementale, il n'est pas de nature ethnique. Il est de nature configurationnelle et conjoncturelle dans ce qui pousse à bout ces personnes. L'acculturation, l'intoxication, la perdurance de la mise en souffrance, la privation des solutions, des sublimations, et ça n'a pas à être traité en fait sous l'angle des déterminismes. Ça a à être traité sous l'angle de la valeur du droit et de le faire respecter, et des améliorations sans cesse à tirer du fait que nous ne détections pas à temps le fait que ces configurations se dessinent. Bon, c'est ça la leçon à tirer pour une civilisation qui se développe véritablement. Bon, maintenant il y a la course à l'échalote qui frénétise tout ça. Bon, pourquoi Parce que c'est l'efficience le problème de fond, c'est l'efficientisation effrénée. L'efficientisation, c'est pas le développement. L'efficientisation, c'est polariser la capacité d'attention sur des gains de productivité, des optimisations de ratio bénéfice-coût, production-consommation. D'accord ? C'est ça l'efficience, c'est ça l'efficientisation. L'efficientisation, ça peut être l'hyper-extrémisation aussi, si vous l'appliquez à un seul domaine ou une essentialisation. C'est-à-dire que l'efficientisation sans la complexité, c'est le radicalisme extrémisant. C'est tout. Donc maintenant, à la place des illusions, des bouffées délirantes de l'illusion de maîtrise, il y a la complexité du réel. Le réel, c'est que les paradoxes existent dans le chaos, mais les processus de la civilisation sont de réussir à les identifier, à les définir.
Et définir, encore une fois, ce n'est pas essentialiser. Définir, c'est situer. Essentialiser, c'est extrémifier, je dirais. Dans le sens où c'est hyper focalisé sur quelque chose, et puis c'est tout. Et c'est une illusion. Ça ne mène nulle part, l'essentialisation. Nulle part. Hein. Et on a bien vu à quel point c'était absurde quand c'est devenu le paroxysme paradigmatique psycholangagier de la phraséologie du macronisme pendant le Covid. Hein. Les métiers essentiels. Et, essentiels à une immense escroquerie qui a essayé de conduire droit à la ruine. Hein. Parce que encore une fois, il a tenté d'être hyper polarisé sur une seule approche, une seule gamme de contre-mesures, et ça a mené droit au désastre qui a été en fait une gigantesque mise en scène dont le véritable but, à mon sens, était de faire échouer l'idée de la réaccaparation par la nation de sa propre souveraineté d'émission monétaire. Parce que c'est toute l'arnaque du quoi qu'il en coûte. L'arnaque de cette formule, c'est d'avoir réduit la ville existant et le développement à un pseudo-signifiant creux, le quoi, un quoi informe, et d'apposer tout de suite à ce quoi le coût. Donc en réalité, cette phrase est une immense escroquerie d'ultra-réification contrainte par la prise en otage par le pire des terrorismes, c'est-à-dire l'universel de la menace. Où cette fois, comme par hasard, c'était plus une question de confession la menace, hein, c'était une question existentielle. Bon, on rappelle que l'existentialisme, c'est ce qui a quand même foiré sur les plus grands nombres de morts de l'histoire par les changements de régime, hein. C'est-à-dire toutes les tentatives de communisme cumulées dans l'histoire moderne, hein. Ils sont quand même le plus grand nombre de morts de l'histoire contemporaine dans son rapport à l'industrie, hein. Puisque même si on aligne toutes les guerres expansionnistes des Américains depuis la Seconde Guerre mondiale face au nombre de morts engendrés par les tentatives des systèmes communistes, on est loin du compte. Donc à un moment, le réel parle aussi, hein, le réel signifie par les faits, quoi. Hein, c'est de là qu'on tire des leçons sur le réel et des pistes de réflexion factuellement fondées. Hein. Sinon, ce ne sont pas des réflexions et des arguments, ce sont des opinions. Et donc, on est dans cette configuration où la structure actuelle frénétise beaucoup plus qu'elle qualitative. On le voit dans l'impossibilité pour les structures de plateau et les formalismes de représentation de l'offre politique. C'est impossible aujourd'hui d'avoir des débats d'idées qui ne soient pas automatiquement des antagonisations de partis et de camps. C'est-à-dire que pourquoi on fait le procès de fait que ça se cristallise sur la FI? Mais avant tout parce que c'est une des seules formations à avoir véritablement un programme. Je veux dire, on parle de la démocratie et des pièges de l'électif et du présidentiel, et on n'est plus capable que de poser les diagnostics d'être toxicomane aux grandes angoisses existentielles permanentes, au lieu de continuer de parler des outils qui sont le sang de la démocratie, c'est-à-dire quelle est la factualité des arguments échangés. Hein, pourquoi la démocratie est-elle censée être le moins pire de tous les systèmes? Parce que c'est celle qui est censée s'appuyer le plus sur le génie du collectif. Or, il n'y a pas de génie s'il y a de la culturation partout, les gars. Il y a juste de l'antagonisation, hein. Il y a juste de l'oppositionnalité. Bon. Ça, c'est le faux procès fait resserrer à la FI par l'hyperconcentration systémiste médiatique. Donc là, on est vraiment dans le cas typique de la fabrique de la crétinerie opinionnelle qui se fera simulacre de consentement parce que c'est sa mission, et qui va forcément cristalliser seulement de la violence, hein, de mépris, de rejet et de détestation, elle-même matriciellement abrutissante, qui continuera de transformer la tonalité vers toujours plus de foire d'empoigne. Donc, il est tenté de répondre à la pugnacité stratégique de la figure gesticulatoire d'un Mélenchon, en réalité lui quand même au service d'un programme et d'un organe complexe et collectif de pensée et de développement stratégique dans la concorde et le consensus, puisque finissant par aboutir sur une proposition claire et structurée. Et on confond la stratégie de la geste publique avec le contenu. Et ça donne des leçons de démocratie. Non, ça
impose des tentatives de référence, d'acculturation. Et c'est pas du tout la même chose. Et ça, c'est la crise médiatique qu'on traverse, et c'est ça qui génère l'hyperabstention. Et c'est pas autre chose. Pourquoi? Parce que, encore une fois, l'hyperabstention n'est pas, en fait, un vote cohérent. L'hyperabstention n'est pas un vote d'adhésion. L'hyperabstention est la condition commune d'un vote de rejet. Une absence de vote comme rejet. Donc en soi, l'hyperabstention est avant tout une critique. Et c'est une critique qui n'est pas formulée. Donc c'est d'autant plus à la raison et à la connaissance d'établir ce qu'elle exprime.